Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Calamotte. Salut Julien. Salut Ismaël. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici sur le podcast. J'en profite tout de suite avant d'oublier de remercier Laura pour le contact. On l'embrasse si elle nous écoute sur cette émission. Ça va être une émission passionnante parce qu'on a énormément de points communs, d'attraits en commun et de passions communes. Que ce soit en premier lieu l'investissement immobilier qui va être un petit peu le cœur qui va driver cette émission. Julien, tu es également... Donc investisseur forcément, tu vas nous décrire un petit peu ton parcours, tu es également l'auteur du livre, tu nous diras s'il a succès, mais au vu des avis que j'ai pu voir sur Amazon, c'est quand même pas mal. Auteur du livre S'enrichir grâce à l'immobilier. Tu es également entrepreneur aussi, tu as monté une entreprise, une boîte d'investissement clé en main. Il propose de l'investissement locatif clé en main et tu as également un excellent podcast Money Tree. Qui es-tu Julien? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, plaisir partagé Ismaël, parce que je t'ai reçu sur mon podcast du coup très récemment, il y a quelques jours. Et donc du coup, je suis très content de faire le match retour. C'est toujours sympa de faire cet exercice. Comme tu le dis à juste titre, je suis passionné par tout ce qui est sujet d'investissement au sens large, mais quand même en particulier de l'immobilier, hein, on va dire, je suis très très axé immobilier depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années. Voilà, et effectivement, j'ai toujours aussi baigné un peu dans l'entrepreneuriat. Je vais rapidement t'expliquer mon parcours, mais en fait, je suis donc né à Toulouse. Peut-être ça s'entend un peu, je sais pas. En fait, les Toulousains me disent que j'ai pas trop d'accent, et dès qu'on n'est pas de Toulouse, on me dit que j'ai un fort accent. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, si, ça s'entend et ça me fait plaisir d'avoir un Toulousain. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas eu. J'ai reçu Étienne Monceau sur l'émission. Voilà, c'était l'épisode 13 pour l'investissement en bourse sur le PEA de Toulouse. Mais sinon, j'ai en ce moment beaucoup de Bretons, quelques Parisiens. Et donc, voilà, d'avoir un Toulousain, ça fait plaisir. Voilà, alors j'amène du soleil. Je salue Étienne, que je connais très bien, que je vois de temps en temps, effectivement, dans quelques soirées aussi qu'on peut organiser sur Toulouse. Les soirées, attention, hein, des soirées tranquilles sur l'immobilier, pas des soirées de débauche, évidemment. On reste sage. Non, mais voilà, donc salut Étienne. Et oui, donc je suis né à Toulouse, j'ai vécu 5 ans au Canada, j'ai fait toutes mes études, on va dire là-bas. J'ai passé même mon bac là-bas dans un lycée français. Après, j'ai fait mes études post-bac universitaires là-bas, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po à Montréal, avec l'envie de non pas travailler dans la politique, mais plutôt dans la communication politique, parce que c'était ma spécialisation. Et quand je suis revenu en France, j'ai travaillé finalement dans l'e-commerce, donc rien à voir. Dès 2008, j'ai bossé dans l'e-commerce. On en était aux prémices de l'e-commerce. Et puis voilà, je sais pas, j'ai un feeling comme quoi il y aurait pas mal d'avenir dans ces métiers-là. Et bon, je pense que ça a été un bon feeling. J'étais pas le seul à l'avoir, mais en tout cas, je me suis bien éclaté. Et en fait, au bout de 2 ans de salariat, j'ai vite créé ma première boîte et j'ai quitté mon premier emploi salarié pour créer une boîte, une agence web qui accompagnait les entreprises à gagner en visibilité sur Internet. Référencement naturel, référencement payant, etc. Voilà, déjà avant ça, je m'étais associé de manière minoritaire dans une boîte e-commerce qui vendait des compléments alimentaires en ligne pour les bodybuilders. Donc on était vraiment hyper spécialiste dans une niche et ça marchait très très bien. Activité qu'on a revendue quelques années après. Et si tu veux, voilà, pour la faire courte, j'ai toujours oscillé entre entrepreneuriat et salariat à des postes souvent de direction digitale et marketing assez vite, et donc dans des postes de comité de direction. Et puis toujours en ayant des entreprises à côté, à moi, pour construire et commencer à bâtir un patrimoine.
Et à côté de ça, j'ai acheté une résidence principale dès que je suis revenu en France en 2008, donc j'avais 23 ans. Ok. Et j'ai acheté une résidence principale, une maison dans les coteaux toulousains et rapidement un premier investissement locatif en 2010, donc j'avais 25 ans, un deuxième en 2011, des locaux commerciaux en 2013 et puis j'ai scalé, j'ai vraiment accéléré voilà, jusqu'à détenir quand même pas mal de voilà, quelques dizaines de biens aujourd'hui et comme tu le disais, des activités, un écosystème autour de l'immobilier. Et à côté de ça, je suis beau-père de deux grandes filles qui ont 24 et 21 ans et papa d'un petit de 13 ans. Voilà. Et évidemment époux d'une femme qui est mère de tous ses enfants, qui s'appelle Sabrina et que je salue aussi, parce que je sais qu'elle écoute souvent les podcasts. Eh ben super, je salue également Sabrina. À travers ton parcours, déjà, on peut sentir une certaine richesse. Si je fais les bons calculs, et normalement, on enregistre le matin, là, la tête va bien et les calculs sont bons, on doit avoir le même âge, tu es de 85 également. Oui, tout à fait, 85, février 85, donc un petit peu plus vieux que toi, peut-être septembre je crois, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement, ouais, ouais. Donc 38 ans, bientôt à l'approche des 39, la dernière ligne droite avant de basculer du côté obscur ou pas. De la sagesse. De la sagesse, bien sûr. Cool, ouais, un parcours déjà assez riche avec ouais, cette appétence entre la communication d'une part, le digital, la volonté d'entreprendre, euh, forgé aussi un peu par les voyages, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec cette petite excursion aussi au Canada. Euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Bah, avant l'investissement immobilier, je pense qu'il y a une notion de mindset, même si je trouve que c'est un mot un peu galvaudé parce que c'est un peu utilisé à tout va par, voilà, par des vendeurs de, on va dire, de formation ou autre autour du mindset qui, voilà, enfin, c'est pas en achetant un bouquin que tu vas changer intrinsèquement qui tu es, en fait, hein. Clairement, voilà, ça va peut-être t'ouvrir l'esprit, mais soit tu l'as pas. Et je pense que tu as en soi ce côté amour du risque, euh, ouverture sur l'autre, remise en question aussi permanente, qui sont franchement des qualités, je pense, essentielles pour entreprendre, peu importe le domaine. Mm, Et je pense que tous les gens qui ont réussi dans ce monde sont des gens très atypiques et qui ont voilà, soit défrayé la chronique, soit qui ont été décriés, soit qui ont été très clivants, en tout cas qui ont été souvent incompris. Et si tu veux, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand tu t'expatries. Moi, je me suis expatrié assez jeune, puisque j'avais 18 ans, ouais. et j'étais un peu livré à moi-même, hein, tout seul là-bas, Mm. même si mon père était au Canada, mais il n'était pas très souvent là, il voyageait beaucoup. En fait, voilà, et on n'avait pas forcément trop de liens à ce moment-là. Euh, donc, si tu veux, j'ai quand même été livré à moi-même assez tôt. J'ai toujours eu une maturité un peu plus avancée que le reste des gens de mon âge, on va dire. Et du coup, cette expatriation m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Le fait qu'il n'y avait pas que la France dans le monde, qu'il n'y avait pas que le JT de TF1 avec Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal, qu'il n'y avait pas que la baguette de pain. C'est un peu cliché, mais malgré tout, c'est ça. On est baigné par la télé quand on est jeune, quand on est petit en France, enfin dans plein de pays hein, d'ailleurs. Alors c'est même pire en Chine, hein, je pense. Mm. Mais si tu veux, cette ouverture d'esprit, je l'ai eue parce que je me suis expatrié et parce que j'ai vu la France d'un autre œil. Et ça m'a vraiment aidé. Comme tu dis, les voyages aussi. J'ai dû faire une trentaine de pays dans ma vie. Et franchement, j'en ai pas fait beaucoup dernièrement. Donc je pense qu'avant 30 ans, j'en avais déjà fait au moins 25. Et ça aide, clairement. Les voyages, ça forge, on dit ça forge la jeunesse, mais vraiment la jeunesse et surtout le reste de ta vie. Donc ça, c'était vraiment un point que je retiens très fort. Et après, c'est d'essayer vraiment. J'ai essayé beaucoup de choses. Trop, franchement, trop, parce que je me suis souvent trop dispersé. Jusqu'à d'ailleurs très peu de temps, hein, jusqu'à il y a un an, j'étais encore très dispersé. Là, j'arrive à. C'est pour ça que je te dis, on approche de la sagesse à 40 ans, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. J'ai besoin de disperser mon esprit, mais à la fois, j'ai besoin de le recentrer pour que ça fonctionne, en fait, naturellement, parce que il y a toujours une différence entre le cerveau, est-ce que tu es capable de faire dans ton cerveau, est-ce que tu es capable de faire physiquement en fait, et de délivrer. Euh, Mm. et voilà, donc même si tu as des équipes et tout, c'est toujours compliqué. Bref, voilà, je suis parti dans tous les sens, mais c'est un peu comme ça que ça va se passer. Ouais, mais super intéressant. On commence par les messages voilà, de sagesse, mais j'aime bien ton approche pour toi. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset. On parle beaucoup en ce moment, c'est quelque chose, une notion qui
qui vient peut-être certainement outre-Atlantique, mais cette notion de soft skill, les compétences, on va dire annexes, qui tu es plutôt que qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as, quel diplôme tu as, quelles sont tes compétences intrinsèques. Non, c'est plutôt quel est ton état d'esprit et comment tu t'adaptes. Mais ça, Ismaël, c'est très difficile. Ça, Ismaël, c'est très difficile en fait en France aujourd'hui, je pense, dans le monde de l'entreprise, de le retrouver. Tu vois, moi qui était quand même directeur de pôle avec donc du middle management en dessous et du management en direct, rares sont les services RH qui me laissaient la place pour recruter de cette manière, justement. Comme tu le dis, hein, les soft skills, donc ce sont toutes les, on va dire, les habiletés des gens de manière qu'ils ont en eux, de manière intrinsèque, innée. C'est ce que je te disais, je parlais tout à l'heure, hein, justement. Et les hard skills, c'est plus les compétences techniques qui, en fait, aujourd'hui sont secondaires parce que quand le mec n'a pas envie, il peut être bon, il n'a pas envie. Quand il n'est pas capable d'apprendre, il n'est pas capable d'apprendre et il saura faire que ce qu'il sait faire déjà. Donc en fait, il y a plein de choses. Et puis s'il n'est pas motivé, il n'est pas motivé en fait. Et tu peux avoir quelqu'un de très compétent, effectivement, qui n'est pas motivé. Et tu peux avoir quelqu'un de complètement incompétent à la base, mais qui en 6 mois devient plus compétent que celui qu'il était déjà depuis 5 ans. Et c'est effectivement ce genre de profil, moi, dans ma boîte d'ailleurs aujourd'hui. Donc je prends toutes les décisions puisque c'est ma boîte, c'est pour ça aussi que j'aime être entrepreneur et je respecte énormément les gens qui travaillent à mes côtés et ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi et ça c'est un peu la différence aussi, tu vois, c'est-à-dire que je les ai recrutés pour ce qu'ils sont et pour ceux qu'ils pourraient apporter à la boîte mais pas pour leurs compétences, tu vois, vraiment plus pour leur profil et leur qualité humaine et ça c'est vachement important je pense pour fédérer les équipes autour d'un projet commun quoi. Ça porte à réflexion et en tout cas ça en dit long sur un peu qui tu es, comment tu vois les choses, c'est cool. D'un point de vue investissement immobilier, donc comme j'ai dit, tu es l'auteur du livre S'enrichir grâce à l'immobilier. Tu as un podcast dédié sur l'investissement, mais qui tourne également essentiellement autour des thèmes de l'investissement immobilier. Tu as également une boîte d'accompagnement d'investissement clé en main. Tu es également, à titre personnel, investisseur immobilier. J'aimerais qu'on commence par ce pan-là, ton parcours d'investisseur. En quelques mots, comment tu t'es construit ton patrimoine, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à titre personnel sur tes investissements immo? Comme je disais, j'ai commencé par un premier investissement locatif en 2010. Pourquoi le déclic a été que ma femme a fait une erreur ou a subi une erreur dans son, on va dire, précédent mariage, d'investir dans, à l'époque c'était loi d'Eurobien, donc un produit de défiscalisation qui, quand on s'est mis ensemble, nous coûtait à nous, sur notre ménage, parce qu'on a toujours tout partagé avec ma femme et toujours tout mélangé, on n'a jamais eu de compte à part ou quoi. Ça aussi, c'est des sujets d'ailleurs de finances personnelles intéressants. Nous, ça nous coûtait 200 euros par mois. Ça nous coûtait 200 euros par mois d'effort. À l'époque, franchement, moi, mon premier boulot, quand je suis revenu en France, j'étais au SMIC. Bon, je ne sais plus à combien c'était le SMIC de l'époque, mais je devais gagner 1100 euros net, un truc comme ça. Ma femme ne gagnait pas non plus des grosses sommes. On avait 3 enfants, du coup, dont 2 enfants à l'époque, en garde alternée, voire en garde totale, dépendamment des périodes. Et si tu veux, on avait beaucoup de charges déjà, et ces 200 euros, pour nous, étaient quand même assez impactants. Et donc, j'ai dit, il faut faire quelque chose, il faut stopper cette hémorragie. Donc elle a arbitré à la casse, elle a convaincu son ex-mari aussi d'arbitrer. À la casse, ils ont vendu à perte. En plus, ils ont dû rembourser l'avantage fiscal qu'ils avaient eu sur les années, parce qu'ils n'ont pas gardé les 9 ans qu'il fallait les garder, ou je ne sais plus combien c'était à l'époque. Voilà, et en fait, c'est fou, mais elle m'a répété une phrase à ce moment-là qui est « Mais tu sais, le mec qui nous a vendu ça, quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il ferait, il m'a dit que lui, il ne ferait pas ça, il ferait du LMNP. » Bon, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, etc. Donc on s'est renseigné sur le sujet, on a dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Et donc on a acheté, on a fait un truc que, franchement, beaucoup de gens veulent faire. Et à chaque fois que des clients me disent, je veux faire ça, je leur dis, franchement, ça n'arrivera jamais. C'est acheter des biens pour y mettre nos enfants plus tard quand ils feront leurs études. Et en fait, on a acheté des studios en hypercentre de Toulouse parce qu'on s'est dit que nos filles feraient leurs études là-bas plus tard. Bon, et au final, évidemment, elles n'y sont jamais allées. Et de toute façon, maintenant, c'est trop tard, elles bossent toutes les deux. Et elles n'y sont jamais allées. D'ailleurs, on a revendu ces biens depuis. Bref, donc du coup, en fait, mais on s'est dit ça, tout ça pour dire, on s'est dit ça dans une vision patrimoniale, tu vois, de la chose. On le garde, et on avait une vision déjà très long terme. Et même si on ne gagnait pas d'argent, on gagnait très peu d'argent et que franchement on galérait à boucler les fins de mois, on cherchait pas à avoir des revenus complémentaires, c'était pas du tout dans notre état d'esprit. On n'était pas de ce monde-là
voilà, de dire on veut être rentier, quoi que ce soit, mais à des années-lumière de ça. Le but, c'était vraiment de créer du patrimoine pour demain. Donc on a commencé là-dessus. Après, moi qui ai entrepris quand même pas mal, ma femme était toujours restée salariée à côté pour sécuriser un peu le couple. J'ai acheté des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce. Donc on a monté une première SCI à l'IS, c'était en 2013. Ok. Première SCI à l'IS, on a acheté des locaux mixtes d'activités qui couplaient bureaux et espaces de stockage, puisque dans l'e-commerce, on avait de la prestation intellectuelle et puis de la prestation physique pour la préparation des colis, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait, qu'on a gardé à peu près 3-4 ans. Et en fait, ils sont venus très très vite trop petits. Et ça, c'est aussi la problématique quand tu investis pour toi-même et tes propres activités. C'est pour ça qu'il faut bien analyser l'avantage entre l'achat et la location quand tu as une activité professionnelle, parce que des fois, c'est pas forcément intéressant d'acheter. Et donc, on a dû louer très vite des locaux juste à côté qu'on ne pouvait pas acheter, parce qu'on n'avait pas les moyens de les acheter à l'époque. Je ne sais même pas s'il était à vendre, mais du coup, donc, au bout d'un moment, on a vendu ces locaux avec perte. Avec Ok. perte. C'est la seule opération sur laquelle on a perdu de l'argent. D'ailleurs, sur toutes nos opérations IMO, on en a, je pense, fait plus d'une centaine. C'est le seul moment. Alors, peut-être une autre opération de marchand où j'ai perdu 5 000 euros, mais parce qu'il fallait arbitrer assez vite. Mais là, on a perdu 30 000 euros sur des locaux qui en valaient 240, tu vois. Donc, c'est quand même beaucoup. Euh, mais ça nous a appris pas mal de choses. Et si tu veux, après, en 2000, on a gardé ça, 3 ans. En 2016, quand on a vendu, on avait des activités e-commerce, on faisait que ça, notamment dans le monde du vélo. On avait une belle activité e-commerce dans le monde du vélo. On avait un magasin de vélo aussi physique Ok. en région toulousaine. Et là, on a complètement flingué la boîte. Donc on avait revendu des boîtes avant, on avait eu quelques réussites, modestes, mais quelques réussites. On avait eu beaucoup d'échecs aussi. Et ça a été notre plus gros échec, si tu veux, cette activité business. Et là, quand on a liquidé la boîte, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait Et je me suis retourné, je me suis dit, attends, t'as pas investi depuis quelques années en immobilier. Si tu avais fait ne serait-ce que ce que tu avais commencé à faire en 2010, d'acheter juste un par an, bah, du coup, aujourd'hui, tu serais peut-être à tant de patrimoine, tu aurais déjà amorti tant de capital, tu aurais tant de locataires. Certes, tu générerais pas des revenus, mais tu aurais capitalisé énormément. Et donc, j'ai eu ce regret de ne pas l'avoir fait. Et boulimique que je suis dans tout ce que j'entreprends, du coup, j'ai fait un effet de rattrapage. Et si tu veux, sur les 12 mois qui ont suivi, j'ai acheté 11 biens. Donc j'ai vraiment accéléré très fort. Ok. Bon, il y avait une résidence principale, parce qu'on en a profité pour, euh, pour acheter une résidence principale complètement par hasard, parce qu'on a vu une jolie photo d'une belle annonce dans un truc que ne fait jamais un investisseur. Regardez, tu sais, les magazines dans les parkings souterrains, Logic Imo, etc. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, les magazines gratuits. Et du coup, ma femme m'a dit, ouais, regarde cette maison, elle est superbe et tout. Et je lui dis, bah viens, on va la visiter. Elle me dit, mais non, t'es pas sérieux, de toute façon, on n'a pas les moyens, etc. Et puis je lui dis, c'est pas grave, les moyens, on les trouvera. C'est quand t'es au pied du mur que tu trouves le moyen de le gravir, tu vois. Et on l'a fait. Et donc on l'a pu l'acheter. Et tout ça en achetant 10 autres biens locatifs à côté, tu vois. Ok, ouais. Euh, voilà. À l'époque, on était redevenus salariés, ce qui est plus facile aussi. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, on entend bien, en tout cas, le process, le pourquoi du comment. C'est qu'en ayant essayé, itéré pas mal de choses, en se cassant la gueule parfois, euh, ça a commencé comme ça avec le premier investissement Robien de ta femme. Après, sur le monde entrepreneurial, avec des réussites, mais aussi des échecs, dont celui-là sur la boîte de vélo. Mais de là, tu te rends compte de la puissance pour l'avoir fait auparavant, en tout cas du potentiel de l'immobilier, de l'investissement, donc avec un but patrimonial, on l'a bien compris. En 2010, il n'y avait pas ces notions de cash flow, etc. On ne parlait pas de toutes ces notions-là. Mais en effet, tu capitalises avec l'effet de levier bancaire notamment. Et donc là, tu reviens, on va dire, à tes premiers amours et de façon massive. Comment, c'est ce que j'allais te dire, et donc tu as commencé, je t'ai coupé, à donner une partie de la réponse en revenant dans le salariat, mais comment on achète 11 biens ou 10 biens en un an en étant avec des revenus potentiellement à l'époque peut-être modestes, je ne sais pas exactement ta situation, mais si tu as fait à crédit, etc., comment on fait pour faire 10 biens en un an? Est-ce que c'était 10 signatures, 10 biens différents, ou alors il y avait par exemple des immeubles de rapport où tu avais 3, 4, 5 silos dans un même bien avec un seul acte, entre guillemets? Non, non, c'est 10 compromis de résidence locative, 10 actes.
10 biens totalement différents en copropriété, 10 biens patrimoniaux dans l'hypercentre de Toulouse, Ok. principalement. Voilà, parce qu'on avait toujours cette notion. En fait, c'est simple. On a voulu dupliquer ce qu'on a constaté depuis les dernières années, comme tu le dis à juste titre, et qui fonctionnait. Donc on avait quand même cette force de se dire, on l'a déjà fait, ça fait des années qu'on en détient, et ça fonctionne. Voilà, et ça fonctionne. Pourquoi on ferait autre chose en fait? Il n'y a pas de. Voilà, donc en fait, c'était la facilité aussi. La facilité, ça a été de dupliquer notre modèle, qui était un modèle, comme tu le dis, très patrimonial, avec aussi des prix qui étaient quand même moindres que ceux d'aujourd'hui, avec des taux qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'on avait investi au départ, parce que quand on a acheté en 2008, on était à 5,10%, un truc comme ça. Quand on a acheté en 2010 les premiers investissements locatifs, on était à 4,5%, un truc comme ça aussi. Bon, on a renégocié 2 fois derrière les prêts à chaque fois, résidence principale, résidence locative et autres, donc ça c'est chouette, parce que ça a augmenté vraiment notre rendement très facilement finalement. Mais là, je regarde, les taux étaient, je sais pas, 1,5, un truc comme ça à l'époque, en 2017, tu vois. Donc je me dis, ouais, bah attends, là, il faut faire un effet de rattrapage énorme, quoi. Et là, je vais pas pouvoir tout raconter sur ce podcast, mais j'en dis une partie aussi, mais je peux pas tout écrire non plus sur le livre, parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se dire comme ça, publiquement. Mais grosso modo, il faut faire preuve d'agilité, on va dire, pour aller se faire financer 11 biens en un an en étant salarié avec des salaires qui n'étaient pas dégueux, parce que bon, on avait quand même capitalisé sur nos compétences, hein, toutes ces années d'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr. On avait quand même on avait des bons profils, mais bon, on n'avait pas non plus des salaires parisiens, hein, pour parler comme un gars du Sud. mais, mais on avait des bons salaires qui nous permettaient quand même d'avoir une stabilité, et puis surtout on prouvait que ce qu'on avait acheté quelques années auparavant, bah, c'était toujours là, que ça fonctionnait, et qu'on avait remboursé tant de capital, et qu'aujourd'hui, on avait une marge hypothécaire, c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien et la dette qu'on avait en face, qui était importante. Et ça, souvent, je trouve que les investisseurs l'oublient, ils se focalisent trop sur le cash flow, enfin les investisseurs, ça dépend mais les investisseurs en tout cas qui sont très axés rendement, oublient en fait que cette marge hypothécaire, c'est la seule garantie qu'a la banque sur votre prêt. Et en fait, c'est ça qu'elle regarde, elle. Que vous fassiez 30 ou 40 euros de cash flow sur un studio à 50 000 euros, c'est pas trop ça qui va la sécuriser, quoi. Parce que d'ailleurs, si vous les cramez en jouant au PMU, ça sert à rien. Mais par contre, quand elle voit, ok, j'ai un truc qui vaut 150 000 aujourd'hui et j'ai 50 000 à rembourser, là, elle se dit, bon, voilà, le risque pour moi, il est zéro, je peux continuer à lui prêter. Ouais, c'est intéressant cette notion, ça rejoint un peu la notion de la rentabilité globale de TRI, et pas juste focaliser sur le rendement, in fine avec un cash flow soit positif soit négatif, mais quand bien même le cash flow est positif, comme tu le décris très bien, c'est sûr, s'il y a 50, 100 euros de cash flow positif au bout du bout, en enlevant vraiment toutes les charges, etc., bah, tant mieux, on vient créer un enrichissement tout de suite, permanent. Donc ça c'est cool, mais pour toi le gros delta c'est clairement la valeur patrimoniale du bien, et notamment si on veut faire fonctionner l'effet de levier bancaire, c'est vraiment comme tu appelles la marge hypothécaire. Donc je te laisse vraiment décrire ce que tu appelles par là la marge hypothécaire, mais c'est cette différence entre la valorisation du bien et ce qui nous reste à rembourser. C'est ton patrimoine net finalement sur le bien, ce qu'on appelle le patrimoine net, hein, net de dette au final sur le bien. Et oui, finalement, la banque se dit, ok, s'il y a une défaillance de paiement, un bien qui vaut 150, moi je dois récupérer que 50 000. Bah, en fait, ça ne sera pas un problème. Je le mets aux enchères, il partira en 3 secondes. Je trouverai toujours un acheteur qui l'achète 50 000 alors qu'il en vaut 150. Par contre, si elle vous a prêté 110 pour un truc qui en vaut 100 et que vous avez 3 ans de différé, que vous n'avez jamais remboursé de capital, s'il y a une défaillance au bout de 2 ans, elle va devoir vendre un truc 110 qui vaut 100, peut-être. Parce que s'il faut, le marché même aura baissé parce que c'est dans une ville trop exotique ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a aussi ce genre de sujet des fois sur des marchés. Il y a des marchés en France qui sont hyper flat, voire qui déclinent, tu vois, qui sont déclinants d'année en année. Ça arrive. L'immobilier, de manière générale et macro, ça augmente toujours dans l'histoire, mais il y a quand même des anomalies aussi, avec des villes qui poussent ça et des villes qui tirent un peu vers le bas. Donc même si là on sort de 5 ans d'euphorie et que les gens oublient que c'est une anomalie à l'échelle de la préhistoire, si tu veux, 5 ans c'est que dalle. Donc, et surtout à l'échelle même à l'échelle de l'immobilier, c'est que dalle 5 ans. C'est juste un petit cycle parmi tant d'autres. Donc là, tout le monde a l'impression que l'immobilier, ouah, c'est florissant. Mais moi, encore hier, j'ai discuté avec quelqu'un, c'est pas bien, mais je fais un petit benchmark concurrentiel sur des fois, donc j'appelle des concurrents pour voir un peu où ils en sont. Et du coup, un concurrent me dit, non mais vous imaginez, dans cette ville, le marché a fait 40% en 4 ans. Mais je lui dis, d'accord, mais
par quel facteur il a fait, pourquoi en fait, quelles sont les raisons pourquoi il a fait 40% le marché. Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie dynamique économique, il y a une vraie croissance démographique, il y a des vraies activités qui se développent, il y a du transport, il y a des choses comme ça, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a 3-4 formateurs qui ont des centaines de milliers de followers qui ont dit il faut aller investir dans cette ville et que tout le monde y allait tête baissée parce qu'on était à 1000 euros du mètre carré, tu vois. C'est en fait il y a cette notion, je pense, d'effet mouton qu'on est tous, à notre échelle le mouton de quelqu'un, d'un berger, c'est sûr, quelque part. Mais en tout cas, tu vois, je trouve que euh, les gens vont trop à la facilité et ne prennent pas suffisamment de recul pour regarder justement et analyser les choses un petit peu plus, on va dire, intelligemment, tu vois, et ne pas juste focaliser sur le résultat, mais regarder, ok, comment on arrive à ça, et est-ce qu'il n'y a pas des anomalies qui font arriver à ça, et quel est mon risque là-dessus. Voilà. Donc pour en revenir à cet enrichissement, effectivement, il y a un concept que je développe dans mon bouquin qui s'appelle l'enrichissement latent, et en fait que j'ai défini avec plusieurs critères qui sont très simples, mais personne ne l'avait vraiment défini avant et lui avait donné un nom. On avait des plus-values latentes, etc. Mais voilà, ce terme d'enrichissement latent, je le définis dans le bouquin comme le fait de se dire, ok, oui, il y a du cash flow ou pas. Donc ça, je le prends en négatif ou en positif. Ouais. J'ai surtout du capital que j'amortis, et c'est la clé de l'effet de levier de l'immobilier. Le vrai enrichissement, il est là. Donc j'ai mon capital que j'amortis, donc c'est ma mensualité de crédit moins mes intérêts. C'est très simple à calculer. Yes. Et puis j'ai mes plus-values latentes. Et ça, des plus-values latentes, elles sont toujours meilleures dans des grosses métropoles que dans des petites villes. C'est toujours, historiquement, c'est toujours le cas. Oui, il peut y avoir des anomalies, des anecdotes de marché, et tout le monde a sa petite anecdote sur le sujet, et sa petite, on va dire, histoire personnelle, tu vois, mais c'est comme la grand-mère qui connaît quelqu'un qui n'a pas payé son loyer, etc. Mais tout ça, c'est anecdotique, tu vois, c'est pas macro. L'exception qui confirme la règle, comme on dit. Voilà. Ouais, clairement. Exactement, comme en français, dans la langue française, c'est exactement pareil. Et donc, quand tu additionnes le cash flow, qui est un sale nom d'ailleurs, parce que si tu es financier, tu te bouches les oreilles quand un investisseur te dit cash flow, parce que finalement, c'est juste un excédent de trésorerie ou un déficit de trésorerie, mais en fait, le cash flow, il peut être négatif comme positif. Lui, c'est juste un flux. Le cash flow, c'est le flux de cash dans la boîte ou dans un investissement. Et donc, tu prends ça, tu prends le capital et tu prends la plus-value latente qui est hypothétique. Mais comme ton cash flow, en fait, il est hypothétique. Parce que si tu as de la vacance locative, ton cash flow, il est diminué. Si tu as de la dégradation, tes flux de travaux viennent diminuer ton cash flow. Enfin, il y a plein de notions. Et quand tu parlais très justement de TRI, effectivement, le TRI, qui est le taux de rendement interne, peut intégrer tous ces facteurs-là de flux entrants, sortants, etc., durant toute la durée d'un investissement. Parce que ce que j'aime bien aussi répéter, c'est que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tu vois, tu veux une citation, je vais t'en donner une. c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fin d'un investissement qu'on est capable d'apprécier s'il a été bon ou pas. Tu vois, c'est pas pendant sa durée de vie, c'est après sa durée de vie que tu peux le dire. Et c'est une fois que tu as vendu, que tu as mis soit une plus-value, soit une moins-value, et que tu as réinjecté tout ça dans ton rendement, qui te fait un vrai rendement annualisé sur la durée de détention de l'investissement. Et c'est pareil quand tu achètes une action, en fait, c'est pareil dans n'importe quel type d'investissement. Ouais, très très intéressant, et au moins ça permet de voir différemment et pas justement de se dire allez, là c'est fantastique, ou même à l'image les vendeurs justement de Pinel ou etc. Et encore une fois, j'ai rien contre le Pinel, on peut faire des choses très très bien, etc. Mais ils vendent une réduction d'impôt, mais un investissement, c'est pas qu'une réduction d'impôt. À un moment donné, ça prend plein de paramètres, les charges, le loyer, les impôts, la taxe foncière, etc. Une revente, une plus-value, une moins-value, et au bout du bout du bout du bout, on met tout ça. On pose tous ces chiffres, et c'est là qu'on a la réalité de l'investissement. C'est très très clair. Et bien souvent, le réel enrichissement personnel, en tout cas c'est mon sentiment fort et puissant, et tu me diras un petit peu ce que tu en penses, mais il est clairement sur la capitalisation, sur les deux axes. D'une part, le remboursement du capital de l'emprunt bancaire qui se fait souvent via le locataire. Et également, est-ce que j'ai fait, entre guillemets, une bonne affaire? Est-ce que j'ai acheté le bien en dessous du prix du marché? Ou alors est-ce que je l'ai valorisé pour, le cas échéant d'une vente, faire une plus-value? Donc j'ai ces deux axes, le remboursement du capital d'une part, et la plus-value potentielle deuxièmement. Et le réel enrichissement, c'est quand on vend un bien, là on va se retrouver avec des sommes qui sont, je sais pas moi, pour prendre un exemple, je ne sais pas, quelque chose, un investissement à 200 000 euros, s'il est bien réalisé, un investissement dit de rendement, on va peut-être avoir un cash flow de 100, 200, 300 euros.
300 euros sur 5 ans, grosso modo, ça fait, allez, je raccourcis, mais 3000 fois 5, 3006 fois 5, allez, 15-20 Un peu 000 plus de euros 10 000 sur 5 ans. sur 5 ans, ouais. Bah, si on revend, qu'on fait une plus-value et qu'on a amorti, bah là, on va faire une vente et on va tout de suite avoir un chèque potentiellement de 50, 60, 70 000 euros. Donc on voit le rapport de force entre le rendement, le simple rendement à un moment donné, qui apporte éventuellement un flux de trésorerie positif, et la capitalisation et la valorisation du bien sur son entièreté, où là on peut faire des choses vraiment intéressantes. Mais ça, tu sais, Ismaël, c'est un peu ma bataille. Tu parles plusieurs fois que tu utilises les termes rendement et rentabilité. Et en fait, c'est vrai que j'ai encore fait un post LinkedIn la semaine dernière là-dessus. J'avais fait une capsule sur mon podcast il y a quelques mois sur le sujet, la différence entre le rendement et la rentabilité. Et qui est une vision, la première est une vision très court-termiste. Et la rentabilité est une vision beaucoup plus long terme, en fait. Voilà, et ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure, que l'immobilier, c'est du temps long, c'est du long terme, et donc ça doit s'apprécier différemment que le rendement, qui est beaucoup, beaucoup trop court-termiste et qui est un indicateur annuel qui n'intègre pas cette chose. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut inviter peut-être aussi tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement immobilier à creuser davantage, tu vois, et à passer un peu plus de temps sur ces notions-là, voilà, qui sont des notions de finance en fait, qui ne sont pas relatives qu'à l'immobilier. Très intéressant. Je prends ces quelques secondes pour te remercier d'être fidèle au rendez-vous du podcast de la bonne fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le partager, et ça me fait chaud au cœur. Le podcast de la bonne fortune, c'est une émission gratuite et disponible pour le plus grand nombre. Du coup, je te remercie de bien vouloir prendre quelques instants précieux afin de mettre une évaluation sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ça fait plaisir aux algorithmes et ça me permet de continuer à recevoir des invités inédits et exclusifs. Et si tout comme Vanessa, Sylvain, Charlotte et d'autres, tu souhaites aller plus loin et être entouré d'investisseurs au mindset ambitieux et bienveillant, tu peux, en fonction des places disponibles, nous rejoindre dans la communauté privée de la bonne fortune. Maintenant, place à la suite de cette émission. Pour revenir sur ton parcours, donc cette année, une dizaine de biens, en 2016, quelque chose comme ça. 2017-2018. Ouais. 2017-2018, tu as fait quoi d'autre depuis ? En fait, on a continué après. On a diversifié un peu notre stratégie. Au départ, donc, on était très donc, bien patrimoniaux, comme je le disais. Hypercentre, qui dit hypercentre d'une ville comme Toulouse, qui est quand même la 4e ville de France, dit potentiel de location courte durée intéressant. Ouais. Parce que tourisme et parce que business. Ouais. Donc bonne clientèle business pour la semaine, bonne clientèle tourisme aussi pour le week-end, même si c'est pas une ville hyper touristique, Toulouse, mais malgré tout, il y a quelques atouts. Et donc, si tu veux, on a bâti nos stratégies quand même pas mal sur la courte durée au départ. Toujours en ayant en tête que la courte durée était un bonus qui ne durerait pas. Et en aucun cas, on ne basait nos stratégies uniquement sur la courte durée, parce que c'était trop bancal et trop risqué pour nous. Et même si on adore le risque, on aime bien aussi le faire de manière un peu réfléchie, quoi. Donc, on s'est dit, OK, on est en autofinancement sur nos projets avec allocation longue durée. On va aller chercher du bonus avec la courte durée, tant mieux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tout ça, je l'explique dans un livre que j'ai écrit en 2020. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis pas trop trompé parce que la courte durée, beaucoup trop de concurrence, des réglementations qui se durcissent, etc. Et tu vois, hier soir encore, on organisait une soirée IMO en centre-ville de Toulouse et il y avait une conciergerie avec qui on travaille qui était là. Et effectivement, il le confirme, beaucoup de concurrence. Et en plus, ce que je trouve un peu bancal sur la courte durée, c'est que ton bien, au bout de 3 ans, il est has-been. Même des fois plus vite que ça. Parce que tes nouveaux concurrents qui arrivent sont au goût du jour puisqu'ils viennent de rénover l'appartement sur le marché. Et toi, tu as rénové l'appartement il y a 3 ans, ce qui est vraiment pas longtemps. Mais en fait, tu es déjà has-been parce que quand tu as mis le carreau de ciment en fin de la période de mode du carreau de ciment, bah, du coup, tu es déjà has-been en fait. Et quand tu vas pas refaire tout le carrelage de ta salle de bain, tout le carrelage de ta cuisine tous les 3 ans, tu vois, juste pour être bon sur Airbnb, parce que sinon, en fait, le bonus que tu récupères, il repart dans les travaux. Et en fait, ton opération, elle s'annule. Tu vois, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu fais le bilan à la fin de ton investissement, bah, tout ce que tu as mis comme travaux, quand tu le réinjectes dans ton rendement, tu défalques vachement ta rentabilité, en fait. Et donc, on s'est dit, on va diversifier un peu. Donc on est allé sur une ville un peu plus moyenne, qui est autour de Toulouse, 35 minutes de Toulouse, 65 000 habitants, bonne dynamique,
Joli patrimoine aussi au niveau de la pierre, parce que moi j'ai beaucoup d'affect quand même avec le patrimoine, tu vois, l'ancien, etc. Par exemple, je fais pas de neuf, je ferai jamais de promotion immobilière, enfin peut-être pas jamais, mais en tout cas, j'ai pas d'appétence à la promotion immobilière. Et j'aime bien rénover l'ancien et lui redonner un peu de peps et de couleur, tu vois, Yes. lui redonner vie. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai des activités de marchand de biens, parce que c'est parce que j'aime faire ça en fait, hein. Et donc on est parti sur ces villes-là où on avait des rendements. Alors pour parler de rendement brut, parce que ça parle à beaucoup de monde, même si ça ne veut pas dire grand-chose, sur Toulouse on était à l'époque plutôt à 6% de rendement brut. Ok. Maintenant on est moins d'ailleurs, on est plutôt à 5%. Et la ville dans laquelle on était, on est allé jusqu'à 11-12% de rendement brut, Et oui. mais sur une ville qui est quand même 65 000 habitants, avec une université, avec des trucs, enfin tu vois, pas non plus Un truc en quand même hyper assez campagne. solide, ouais. Ouais, voilà. Et ça nous permettait, si tu veux, d'aller diversifier et d'aller sécuriser un peu notre patrimoine, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de biens en autofinancement et qu'au bout d'un moment, l'autofinancement, c'est quand même ric-rac, parce que plus tu achètes, plus tu empiles, plus tu prends de risques quand même, avec des mensualités de crédit qui augmentent. Et quand tu te couches tous les soirs avec beaucoup de lignes de crédit, faut quand même bien dormir, quoi. Voilà. Donc on est allé diversifier ça. On a acheté au Portugal aussi. Au sud du Portugal. Donc voilà, location saisonnière là-bas pour le coup, vraiment au sens propre, hein, plus que courte durée. Donc courte durée en basse saison et saisonnière plutôt location à la semaine ou aux 15 jours sur cet appartement-là. Et après, voilà, on a continué en fait. Et là aujourd'hui, si tu veux, on en est plus à se dire, on achète des biens qui nous plaisent, qui sont soit très atypiques, soit le bien que le voisin n'aura pas. C'est-à-dire, je te prends un exemple, tu es en hyper centre-ville, il y a un T3 avec une terrasse, il y a un T3 sans terrasse. Nous, même si le T3 avec terrasse, il est beaucoup plus cher, on préfère acheter celui-là parce qu'on sait qu'à terme, c'est plus liquide, c'est plus sécurisant. Tu répondras mieux à la tension locative si elle baisse avec une terrasse que sans terrasse. Et même avant le Covid, c'était le cas, hein. Beaucoup disaient le Covid, les extérieurs et tout ça, mais un bien avec extérieur, ça a toujours été plus valorisé qu'un bien sans extérieur. Voilà, on est plus là-dessus, tu vois, sur des biens un peu atypiques et qui peuvent sortir du lot, pas en cas de troisième guerre mondiale, parce que pour le coup, personne ne fera la différence, mais tu vois, je me dis voilà, de volonté de récupérer des liquidités ou quoi, assez rapidement. Voilà. Ouais, très intéressant. Et cette image aussi, c'est vrai que quand je pense, hein, et ça tient certainement à l'âge, mais quand on est plus jeune, on va peut-être chercher des choses un peu plus dynamiques, un peu plus avec les dents. Et puis quand on est avec un peu plus d'expérience, etc., on regarde pas que le rendement brut, mais il y a tout autre facteur. Et en effet, la valorisation, etc., pour tout ce que tu as dit auparavant. Et ça en fait partie sur tes choix d'acquisition aujourd'hui. Et puis aussi une notion de kiff, de plaisir aussi, voilà, d'amour et de se faire plaisir avec des biens qui ont un charme, peut-être quelque chose, des atouts qui nous font plus vibrer que la seule petite cage à lapin sans fenêtre, toute bas de plafond, etc. Ouais. Faut aussi se faire plaisir. Ouais. Tu parlais d'une activité de marchand de biens également. Ça t'est venu en même temps, en parallèle, un petit peu à la suite de tout ça? Ça m'est venu parce que j'avais la chance dans ma famille d'avoir un marchand de biens et qui du coup m'a un peu mis le nez dedans. Euh, donc c'est lui en fait avec qui j'ai fait les premiers projets. On a commencé à initier la chose en 2019. Ouais. 2020, on a fait un premier projet. Et puis on a fait un beau projet, un immeuble de 800 mètres carrés. C'était le premier projet de marchand, tu vois. Donc on a commencé très fort, mais parce que j'avais la chance d'être accompagné par quelqu'un qui avait déjà fait. Et ça, c'est essentiel, hein, enfin, peut-être on y reviendra tout à l'heure, peut-être sur le clé en main, etc. Mais être accompagné par des gens qui ont déjà fait et beaucoup fait, je pense que c'est essentiel. Et donc j'ai eu cette chance, on va dire que c'est ça, de l'avoir dans ma famille et du coup qui me mettent le pied à l'étrier, qui m'apprennent un peu le métier, qui m'apprennent aussi les erreurs à ne pas faire, qui m'apprennent aussi beaucoup d'entrée, la responsabilité qu'on avait en tant que marchand de biens. Et ça j'insiste, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les taux ayant augmenté, etc., tous les formateurs et vendeurs de rêves maintenant vont basculer sur l'achat-revente parce que c'est plus sexy, parce que avoir du cash flow avec des taux à 4,5 ou 5%, c'est impossible, donc ils n'ont plus rien à vendre. Je suis désolé, mais voilà, c'est pas mon univers, ces formations-là. Donc j'aime bien le répéter.
Et donc, ils vont aller là-dessus. Mais en fait, il y a une différence entre acheter et revendre une résidence principale, que tu fais une fois tous les 3 ans si tu as envie, ou tous les 10 ans, sans aucune responsabilité parce que tu n'es pas professionnel de l'immobilier. Et le fait de le faire à titre professionnel avec des responsabilités civiles, des garanties dommages-ouvrages, euh, beaucoup de responsabilités sur les vices apparents et les vices cachés. Voilà, enfin, plein de, plein de sujets comme ça. Donc on a commencé par un gros truc, 800 mètres carrés. D'ailleurs, c'était son plus gros projet à lui aussi. Ok. Il avait jamais fait il avait fait 500 mètres carrés maxi. Bon, il avait fait plusieurs en même temps de 400-500, mais jamais un gros comme ça. Ok. Donc 800 mètres carrés, on a fait 13 appartements dedans, un local commercial, 2 grands garages, 8 box. Ok. Parce il y avait des anciens box à chevaux, c'était en hypercentre d'une ville aussi. Il y a des anciens box à chevaux qu'on a divisés. Euh, voilà, donc ça, c'était une OP à 1 200 et quelques mille de revente à peu près. Ok. Donc voilà, avec à peu près 900 000 de prix de revient, on a fait 290 000 de marge à peu près. Ok. Donc c'était une belle première opération qui m'a bien mis le pied à l'étrier. Euh, mais j'ai pu le faire parce que je me suis associé avec quelqu'un qui avait déjà fait, ne serait-ce qu'au niveau bancaire. Parce qu'on ne va pas emprunter sur un crédit court terme en 2 ans in fine, comme on va emprunter 25 ans pour acheter un studio à 50 000 euros. Et en fait, ce sont les pôles immobiliers qui financent les marchands de biens dans les banques. Et les pôles immobiliers, surtout, financent aussi les promoteurs. Alors, en ce moment, un peu moins, Mm. mais quand même, pendant les 5 dernières années, ils ont financé beaucoup, beaucoup de projets de promotion. Mm. Et ça prend à peu près le même temps à un collaborateur d'une banque de faire un dossier pour un projet à 25 millions que pour un projet à 500 000 euros. Mm. Donc, et eux, leur choix est vite fait. Ils préfèrent financer un promoteur et prendre 25 millions de prêts. Donc, il faut quand même avoir des bonnes entrées et il faut surtout avoir déjà fait et prouver que tu sais faire. Mm. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est si vous voulez tester du marchand de biens, faites-le avec quelqu'un qui a déjà fait. Voilà. Et qui va vous mettre le pied à l'étrier. Mais qui a vraiment déjà fait. Pas quelqu'un qui a vendu sa résidence principale. Voilà, c'est pas le même sujet, quoi. Ouais, non, mais clairement, il y a, comme tu le disais, toute la question des responsabilités, etc., etc. Et puis même d'un point de vue financier, il y a des impacts, ne serait-ce que la question de la TVA. Si on fait pas les bons choix, etc., on peut se retrouver banané avec la TVA sur l'ensemble et pas sur la marge ou alors de l'exonération. Totalement. En fonction juste si on est dans la bonne case ou pas, l'opération, soit elle est exceptionnelle, soit on se plante complètement. Et donc il y a plein de considérations. Et merci pour ton disclaimer de dire faites attention quand même à tout, d'une part les vendeurs de rêves ou pas. Bon, ça après, ça c'est peut-être ton côté clivant aussi, ou alors trop marre de voir toutes ces pubs sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux, etc. pour vendre de la formation, même si dans le lot, je suis persuadé que quand même il y a énormément de qualité. On a cette chance, je trouve, en 2023 d'avoir accès et gratuitement, que ce soit aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, que ce soit sur le tien, sur Money Tree Podcast, et également d'avoir des accompagnements avec des formations même payantes ou accès à des livres, ton livre en est l'exemple et d'autres aussi. Il y a une richesse d'informations qui est disponible et donc après à chacun de faire son choix en conscience, mais oui, attention des fois un petit peu à l'objet brillant et de faire miroiter des choses qui sont peut-être pas forcément très on va dire sensées ou en tout cas opportunes et qui ne correspondent pas forcément. Et ouais, merci pour ce petit ce petit disclaimer, je vais l'appeler comme ça. Il y a un autre sujet, Ismaël, juste sur le marchand de biens. Attention aussi au coût de l'argent en crédit court terme. Parce qu'aujourd'hui, un marchand de biens, il emprunte à peu près à 10% annuel. 10% annuel sur 2 ans, ça fait 20 points. Donc c'est 10% de votre prix de revient, pas de votre prix de vente. Mais du coup, ça veut dire que vous bouffez votre marge quand même assez vite. Donc si on vous dit qu'un projet de marchand de biens, c'est viable avec 20% de marge, oui, c'est viable avec 20% de marge, mais pas avec de l'argent à 10%. Parce qu'en fait, si vous le portez 2 ans, le projet il vous reste 0 à la fin, quoi. Exactement. Donc Ouais. attention à ça. Dans ce cadre-là, et un peu de retard dans les travaux, etc. On prend un an de plus, enfin bref, et ça peut vite. En effet, ouais. C'est intéressant, mais de toute manière, on aura l'occasion d'en discuter parce que, comme je te le disais, là c'est pareil. Je vais me lancer sur cette activité qui aujourd'hui je n'ai pas développée. Alors j'ai fait des ventes, j'ai fait la vente de ma résidence principale, j'ai fait des arbitrages. Là je suis en train de revendre aussi un appartement. J'ai fait de l'achat-revente sur un bien que j'ai découpé, que j'ai revendu tout de suite, mais sans être en qualité de marchand. Donc là, je suis en train de m'associer justement avec une personne qui a le statut, qui a exercé, qui connaît, etc., pour se porter sur des opérations qui peuvent être intéressantes. On va basculer, ça fait la transition toute faite avec ton activité chez Artae, société d'investissement clé en main, où tu proposes de l'accompagnement
C'est qui la cible et client de Artae? C'est la personne qui n'y connaît rien, qui n'a pas trop le temps de s'en occuper, qui cherche une typologie bien particulière. Comment vous fonctionnez? C'est quoi un petit peu Artae? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Artae, c'est une agence, on va l'appeler comme ça, qui accompagne les investisseurs immobiliers durant toute la vie d'un investissement immobilier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on les accompagne en amont de l'achat Ouais. sur vraiment du conseil stratégique qui répond à leurs objectifs, leur horizon d'investissement, etc., qu'on définit ensemble et on les challenge beaucoup, beaucoup. Ok. Et souvent, je dirais qu'un prospect sur deux qui vient nous voir change de stratégie après nous avoir parlé, parce qu'en fait, il se rend compte que entre la théorie et la pratique, il y a quand même une sacrée différence. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que l'expertise parle toujours de manière plus concrète que la théorie. Donc ça, on les accompagne en amont. Après, on leur trouve les biens. Donc la chasse fait partie de notre métier, mais on est loin d'être des chasseurs parce qu'on accompagne vraiment l'investisseur dans sa globalité. On va après gérer la partie travaux, ameublement, déco et gestion locative. Ça, on le fait de manière très localisée parce qu'on est persuadé que de toute façon, si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois connaître absolument ton marché. Mm. Et donc, on n'est pas capable, nous, par exemple, d'accompagner quelqu'un à Nantes si on ne connaît pas le marché nantais. Par contre, si on connaît très bien le marché lyonnais, on est capable d'accompagner des gens autour de Lyon, à Lyon, autour de Lyon. Le marché toulousain, c'est pareil, etc. Donc, on n'est pas présent partout en France. On tend à le devenir, évidemment, c'est l'objectif. Moi, je veux je veux amener la boîte assez loin. Donc, on verra. L'avenir nous donnera les réponses. Encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, donc on verra. Pour l'instant, on a une bonne dynamique. Et aussi, on fait de la transaction. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de suivre l'investisseur quand il souhaite arbitrer. Mm. Et quand l'investisseur souhaite arbitrer, l'avantage, c'est que nous, on travaille à 80%, 90% même qu'avec des investisseurs. Donc, si toi, tu es investisseur et que tu veux arbitrer ton bien, nous, on va te trouver, et c'est souvent un bien locatif, nous, on va te trouver souvent plus facilement des investisseurs qu'une agence lambda qui est généraliste, type Orpi, Century 21, etc. etc. Voilà. Donc, on fait transaction, location, gestion et investissement clé en main. Je dirais, c'est pas. Souvent, on emploie le terme, et nous aussi, accompagnement. C'est pas vraiment de l'accompagnement parce qu'on fait pas de coaching, par exemple. Tu vois. Alors, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on en a eu fait, mais on n'en fait plus trop parce que c'est assez chronophage et tu te rends compte que en fait, c'est pas parce que tu coaches les gens qui passent à l'action. Exactement. Ouais. Et nous, on aime bien quand les gens, en fait, ils s'enrichissent et qu'ils passent à l'action. Donc, en fait, tu as trois steps. Tu as la formation. Alors là, le nombre de prospects qui viennent nous voir, qui ont acheté la formation d'un tel, qui ont cramé des milliers d'euros et qui n'ont jamais rien fait, je peux te dire qu'il y en a plein, mais ils se reconnaîtront. Et ils viennent taper à notre porte pour qu'on leur débloque la situation. Le deuxième step, c'est coaching, où là, tu te dis, OK, bon, ça y est, je vais faire moi-même. Je vais arrêter de rester derrière mon ordinateur, je vais faire moi-même. Mais par contre, j'ai besoin de savoir. Mais j'ai le temps, mais j'ai besoin de savoir-faire. Ok, donc tu as ça, mais il y en a plein qui finalement ne passent pas à l'action quand même parce qu'ils ont toujours du mal à faire l'offre, par exemple, ou à estimer les travaux, ils ont peur de gérer les travaux eux-mêmes, etc. Et après, tu as le troisième step qui est l'investissement clé en main, qui est par exemple la solution idéale pour un expatrié, qui lui peut rien faire sur les 2 premières fois. Ouais. Donc c'est une petite partie de notre clientèle, je dirais 15 à 20%. Ouais. Et le reste, par contre, sont des gens qui habitent dans la ville même où ils investissent souvent. Nous, on a plein de Toulousains qui habitent à Toulouse et qu'on accompagne. Mais quand je dis on accompagne, on fait pour eux. On leur trouve le bien. C'est eux qui décident, mais par contre, on fait tout. On fait les visites, on fait les biens. S'ils veulent visiter, effectivement, ils peuvent le faire avec nous. Mais on fait absolument tout à leur place. Et surtout, on amène notre pool d'artisans avec qui on a l'habitude de travailler. On amène aussi une expertise assez importante sur la rénovation, l'agencement, la visibilité aussi d'un projet. Si tu veux, on est capable En fait, des cas d'école, on en a vécu plein. On en a vécu plein, pourquoi ? Parce que dans l'équipe, on n'est que des investisseurs qui ont déjà fait. Donc, moi, dans l'équipe, j'ai des gens qui font 200 000 euros de loyer en colocation, tu vois, par an. Donc, si tu veux, ces mecs-là, dans l'équipe, ils sont capables de conseiller et d'accompagner des gens qui veulent faire de la coloc avec nous. Ça, c'est certain. Plus que quelqu'un qui a acheté une coloc de 4 chambres et qui, tu vois, et qui a vendu un e-book. Voilà. Donc voilà. Et donc on a ça, on a un ancien banquier, on a des marchands de biens, on est une équipe vraiment de sachants. Et si
jamais des collaborateurs rejoignent l'équipe, parce qu'on recrute d'ailleurs partout en France, veulent rejoindre l'équipe et qui ne sont pas forcément très expérimentés ou qu'ils ont acheté un bien, deux biens, c'est pas très grave parce qu'en fait, à nos côtés, ils vont avoir une formation très terrain qui va leur faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tu vois. Ouais. Donc en fait, voilà, cette expertise-là, tous nos clients en bénéficient sur le terrain, ça c'est certain. On connaît nos marchés en local par cœur. Et on n'ira surtout pas accompagner des gens dans des marchés qu'on ne connaît pas. Ouais. Vous accompagnez vraiment tout type de personnes. Aujourd'hui, vous êtes sur les secteurs donc de Toulouse, tu me dis de Lyon. Est-ce que vous avez financé des opérations, accompagné des personnes sur Poitiers, par exemple? Non, on a fait, donc nous on fait, on va dire, 1 heure autour de Toulouse, 1 heure autour de Lyon, Ouais. et on est sur l'axe après Toulouse-Bayonne. Euh, Toulouse-Bayonne, donc on va faire Pau, Lourdes, Tarbes, des villes comme ça qui sont peut-être un peu plus connues. Et on est en train d'essayer de se développer dans d'autres métropoles. Donc on va sûrement pas trop traîner, je pense, début 2024 à faire Montpellier par exemple. Ouais. On peut rayonner, ça dépendra des opportunités. D'ailleurs, voilà, encore une fois, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui veulent rejoindre l'équipe, on a un modèle qui est assez confortable aussi pour les collaborateurs et qui peut permettre aussi de capitaliser sur votre expertise, expérience ou juste votre passion aussi, parce que c'est une de nos valeurs, hein, c'est vachement important. Tu fais pas le même métier quand tu es passionné que. Enfin, tu le délivres pas en tout cas de la même manière quand tu es passionné que quand tu l'es pas. Et pour revenir sur ta question, le profil de nos clients, il est un peu plus large que ça. C'est le mec qui n'a pas le temps, tu l'as dit, le mec qui n'a pas l'expertise. C'est aussi le mec qui a peur, qui a les deux. Ouais. Il a le temps, il a l'expertise, mais il a peur. Ouais. Donc il souhaite être rassuré. Tu as aussi le mec qui a tout, mais qui a juste besoin d'un coup de pied au cul. Ça, c'est souvent celui qui a fait la formation, le coaching et tout, mais qui n'a jamais passé à l'action. Donc là, il se dit, OK, je ferme les yeux, je vous donne les clés de mon projet, et dans 6 mois, c'est plié. Et en fait, c'est souvent ça. Et donc le mec te dit, ouais, mais super, en fait, j'ai perdu 5 ans à me former, parce que j'ai lu partout qu'il fallait me former, parce que forcément, pour acheter des formations, il faut dire qu'il faut se former, mais, mais du coup, je ne suis pas passé à l'action. Et au final, nous, on leur permet de passer, tu vois, ce cap-là et de passer à l'action. Alors, ok, ils n'ont pas fait, mais par contre, ils sont montés en compétences aussi vite qu'avec des formations, parce qu'on leur partage absolument toutes les étapes. Ouais, Tu bien vois, sûr. chaque fois qu'on visite, on partage, on les fait monter en compétences. Attention, il y a ci, il y a ça. Là, il y a un permis de louer sur cette ville. Ah bon, c'est quoi le permis de louer? On explique ce que c'est le permis de louer. Attention au PLU, les règles d'urbanisme, vous avez l'architecte des bâtiments de France qui est là, vous avez le droit de faire ça, pas ça, etc. Et si tu veux, ils montent en compétence puissance 10 000, même s'ils ne font pas eux-mêmes. Exactement. Donc, Ouais. voilà. Et ça n'empêche pas qu'ils puissent le faire sur le deuxième projet ou autre. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, on est sur des villes qu'on maîtrise absolument. Après, encore une fois, ça dépendra des opportunités. C'est assez clair et je pense que ça se ressent en tout cas d'une part l'humain, la passion bien sûr de façon générale et puis on sent cette dimension chez toi en tout cas vraiment de le faire aussi à taille humaine. On entend cette volonté de croître, de grandir etc., de pousser cette boîte très très loin mais avec cette volonté peut-être de maîtriser la croissance et de le faire petit à petit aussi, de conserver voilà, la valeur en tout cas de ce que tu inities en tout cas c'est ce que je ressens en t'écoutant. Ouais, c'est ça, Ismaël, tu as tout à fait raison. Le but, c'est de ne pas griller les étapes, c'est d'avoir une bonne vision du chemin. On en revient encore là-dessus, hein, pour atteindre les objectifs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait même avec nos clients, puisque tu vois, chaque projet client est différent, parce que tu parlais d'autofinancement, d'efforts d'épargne, etc. Et en fait, on est capable d'accompagner nos clients sur absolument tout, parce que ça répond à un projet donné. Mais souvent, les clients nous disent, oui, mais est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est rentable? Est-ce que ça c'est bien? Etc. Mais en fait, ça c'est non, c'est pas bien pour vous, mais c'est très bien pour celui d'à côté. En fait, parce que il n'a pas les mêmes objectifs que vous, il n'a pas le même horizon de sortie, il n'a pas les mêmes contraintes, il n'a pas les mêmes revenus, il n'a pas la même épargne. Et voilà, et c'est pour ça que un chasseur IMO souvent est assez limité, si tu veux, sur tout ça, parce qu'il fait pas une bonne analyse globale, il se contente de critères de recherche, tu vois, ce qui est un peu différent, parce que intrinsèquement sur un bien immobilier, effectivement, tu as des critères, il faut les trouver, etc. Mais si tu comprends pas pourquoi ces critères doivent répondre à l'objectif et à l'horizon du client, ça marche pas. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en ayant une approche globale, certes c'est plus chronophage. Nous on passe énormément de temps avec nos prospects en amont. Il y en a qui signent pas avec nous, hein, in fine, parce que bon, il y en a qui font rien ou qui font avec d'autres aussi, c'est normal. Hein. Il y a un marché, il y a du boulot pour tout le monde. Mais par contre, on délivre quand même beaucoup de valeur, tu vois, en amont. Et tant pis s'ils font pas avec nous, mais au moins s'ils font avec nous, on sait où on va. Et en fait, en 3 mois, c'est plié, tu vois. Et ça nous fait vachement gagner du temps, et ça te fait gagner du temps aussi aux clients. Ça se comprend, ça s'entend, et c'est vrai que pour avoir eu des retours de personnes qui ont initié avec
des concurrents qui proposent du clé en main bien installé, qu'on pignon sur rue, peut-être un peu plus gros aujourd'hui. Euh, les retours qui se font, c'est peut-être ce côté impersonnel, un petit peu de la chose, un petit peu lâché dans la nature, etc. Donc ouais, c'est peut-être là aujourd'hui la valeur ajoutée de RTA, peut-être après, en toute transparence, hein, j'ai pas de retour de clients de RTA dans un sens ou dans l'autre, Oui, oui, oui. donc voilà, mais c'est peut-être. Artae, je te reprends. Oui, Artae, excuse-moi, oui, bien sûr, Artae. Non, mais lisez nos avis Google, hein, on en a une centaine, et ils sont là pour ça aussi. Voilà, évidemment, il n'y a pas que du fake, hein, tout le monde pense qu'il y a que du fake sur Google, mais bon, quand tu as une centaine d'avis, a priori, c'est qu'il y a il y a quand même un peu de business à faire. Et puis nous, on partage aussi une liste de numéros de téléphone de clients que vous pouvez appeler complètement de manière aléatoire, et ça rassure aussi beaucoup. C'est important, c'est Ouais. normal, c'est de l'investissement, on parle d'argent, on parle de faire confiance. Donc la confiance, ça se gagne aussi, et ça peut se perdre très vite. Donc pour ne pas la perdre, on fait de la qualité, pardon, du travail qualitatif et sur le long terme. On capitalise beaucoup sur le long terme. On n'est pas des opportunistes, on fait pas de one shot. On préfère ne pas faire que mal faire. Et après, pour gagner la confiance au départ, c'est sûr que c'est encore une fois, c'est l'expertise et c'est la longévité qui fait la confiance, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, on essaie de faire les choses bien au quotidien. Bon, bref, voilà, je veux pas vendre mon truc, mais voilà, on reste authentique et transparent, c'est le but. Non, mais c'est bien, et puis ça permet de dégrossir un petit peu ce marché du clé en main, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière, parce que on entend, on voit les boîtes, etc., mais on ne sait pas forcément quel service on a derrière, et donc en tout cas, chez Artae, et non pas Artea, chez Artae, au moins tu as pu voilà, exposer un peu ta vision et comment vous fonctionnez, quelle est la valeur ajoutée pour le client, et c'est toujours intéressant, parce que c'est un modèle qui est quand même relativement récent, en tout cas en France, sur le marché francophone, donc c'est intéressant de le découvrir. Un dernier point, donc on a vu un petit peu ton parcours immobilier, ta passion. On a parlé de ton livre. Pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune, je t'ai demandé en amont de l'émission s'il y avait la possibilité de donner la chance à l'un ou à l'une d'entre elles de recevoir ton livre. Est-ce qu'il serait possible de l'envoyer suite à un tirage au sort, etc., d'un jeu concours que je pourrais mettre en place au bout d'une semaine? Ça sera avec grand plaisir, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, oui, tout à fait. Ça me fait, en fait, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ce livre, je l'ai écrit bon, parce que je me faisais un peu chier pendant les week-ends du confinement, mais parce qu'on pouvait pas trop sortir et qu'en plus il faisait super beau, donc c'était un peu frustrant. Mais non, je l'ai écrit surtout pour transmettre en fait ma passion du sujet et juste mon expérience, mais en toute humilité. C'est pas un livre théorique, c'est un livre qui retranscrit un peu mon parcours et comment moi j'ai fait. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire pareil, hein. Ça veut dire que voilà, c'est juste du partage. Et donc oui, ça rejoint le fait de ton jeu concours rejoint le fait de partager. Ça me fera très plaisir d'envoyer un livre à une auditrice ou un auditeur de ton concours. Ouais. Ok, cool. Ben, encore une fois, je mettrai toutes les modalités, les liens dans les notes de l'épisode. Je mettrai bien sûr le lien de ton livre pour celles et ceux qui souhaitent se le procurer sans passer par le jeu concours. Je mettrai les liens aussi pour Artae, etc. Un dernier point, tu es également, je l'ai dit en introduction de cette émission, un confrère podcasteur avec ton émission Monestry. Un petit mot sur le podcast, d'où ça t'est venu, c'est quoi aujourd'hui Monestry, combien d'épisodes à peu près, qu'est-ce que tu y fais, voilà, dis-nous tout là-dessus. Ouais, alors, donc Money c'est un podcast que j'ai lancé début 2022 et que j'ai vraiment, on va dire, animé à partir de septembre 2022. Yes. Parce que, voilà, pourquoi je l'ai lancé, pour répondre à ta question, j'avais été invité sur plusieurs podcasts en amont, notamment pour parler du livre, pour parler de mon parcours, etc. Donc, pour citer des copains, le premier qui m'a invité, c'est Jérémy Nabé, ça fait un bail, je suis passé 3 fois chez lui d'ailleurs. Yes. Donc c'est lui qui m'a un peu donné le goût du podcast. Je suis passé après Investisseur 4.0 de Paco, qu'on salue aussi, La Martingale avec Mathieu Stéphanie aussi, que je salue. Et si tu veux, tout ça m'a donné le goût de me dire, ok, en fait, c'est génial, j'ai adoré partager mon expertise, mais j'ai aussi adoré écouter les expertises et tu vois, les histoires des autres. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, sachant que du coup, j'ai quand même un background très terrain, avec tu vois, un peu d'expérience, quoi. Et je me suis dit, ça peut être challengeant aussi pour les invités que je reçois, que voilà, les confronter aussi un peu sur des sujets. Des fois, bon, voilà, des fois, je pose des questions un peu
volontairement, ça m'arrive souvent dans les épisodes de faire les calculs en même temps que ce qu'ils me disent, tu vois, et de voir des anomalies et de dire attends, explique-moi ça, parce qu'en fait, tu vois. Donc j'essaie de vulgariser un peu les choses. Et je voulais aussi faire des capsules techniques parce que ça manquait, je trouvais, sur les podcasts. Il n'y avait pas trop de capsules techniques. Il y avait beaucoup de storytelling, beaucoup d'histoires d'investisseurs, beaucoup de choses comme ça. Ou alors des gens qui venaient vendre des choses, hein, parce que c'est comme ça aussi, évidemment. Mais il n'y avait pas forcément de capsules très techniques et théoriques, tu vois, que tu peux retrouver dans une formation, dans un bouquin, un truc comme ça. Et donc, voilà, j'avais créé un format capsule aussi. Donc, un des deux épisodes de chaque semaine, c'est une capsule qui est plus technique où je décrypte avec un notaire, avec par exemple un expert comptable ou autre, des notions assez techniques, ou tout seul aussi si je maîtrise la notion. Mais si je ne la maîtrise pas, je fais venir toujours un mec qui la maîtrise. Voilà. Et donc, je reçois toutes sortes d'invités. C'est très IMO, comme tu l'as dit tout à l'heure. Même si à la base, ça se voulait très diversification, finalement, ben, malgré moi, je me suis retrouvé à parler beaucoup plus d'IMO. Donc, je dirais 80-85% d'IMO. Et on a fait plus d'une centaine d'épisodes aujourd'hui, avec des invités aussi variés que bah, toi, il y a quelques jours. Sébastien Chabal, qui, tu vois, n'est pas passé sur des podcasts d'investissement et de finances personnelles, mais on a parlé d'immobilier avec Sébastien Chabal. Et on n'a pas parlé beaucoup de rugby, on a parlé surtout d'immobilier. Super. Voilà, je reçois des sportifs professionnels aussi, des entrepreneurs. Donc finalement, c'est un podcast à mon image, en fait. Voilà, pas forcément le plus thématique. C'est pas forcément celui qui respecte le plus la thématique. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, après, c'est tout l'intérêt du format podcast, ça nous confère quand même une certaine liberté, et ça c'est plutôt cool. Bah écoute, j'invite en tout cas les auditeurs, les auditrices à jeter un œil à ton excellent podcast Money Switch. Je mettrai également les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Julien pour ce temps passé ensemble aujourd'hui avec un épisode un petit peu qui est parti un peu dans beaucoup de sens, mais encore une fois c'est cool, c'est la liberté justement de pouvoir s'exprimer. J'aime bien poser en fin d'émission à mon invité si tu as un mantra, une citation que tu te répètes ou que tu aimes partager autour de toi, et je te dirai que tu as interdiction de reprendre, c'est à la fin du bal qu'on pèle les musiciens, on a bien compris. Il faut trouver autre chose, je sais pas si tu as... Merde. Écoute, c'est pas une citation, c'est un truc que j'ai écrit dans mon livre et que j'aime bien répéter aussi, parce qu'en fait tu te rends compte qu'il faut répéter au gens pour que ça rentre. Ça, c'est un truc vraiment... Moi j'ai du mal à répéter, j'aime pas trop, tu vois. Je me dis une fois que j'ai dit une fois, bon c'est bon, arrête, parce que les gens vont penser que tu répètes, mais finalement, bon bref, il intègre pas. Je dirais que en immobilier, pour revenir sur l'immobilier, parce que c'est de ça qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, et c'est ça qui m'anime au quotidien, il vaut mieux faire juste une affaire qu'attendre une bonne affaire. Voilà, je pense que c'est un peu vous pouvez le tourner comme vous voulez, mais l'état d'esprit, c'est de se dire juste passer à l'action, faites, comme l'a dit Ismaël très justement tout à l'heure, le vrai enrichissement de l'immobilier, c'est dans le capital, c'est dans la dette que vous allez créer. Toutes les plus grandes fortunes de ce monde se sont créées avec de la dette, toutes, sans exception. Quand vous regardez la fortune d'Elon Musk, c'est sa boîte qui vaut du pognon, et sa boîte, vous croyez qu'elle s'est faite comment? Avec de la dette, hein. On n'engage pas des profils, des gros profils tech sans dette, on ne fait pas des gros investissements sans dette, c'est que de la dette. Et regardez toujours les plus grosses fortunes de ce monde, inspirez-vous des plus grands, et juste passez à l'action plutôt que d'attendre, d'avoir un truc qui n'arrivera jamais, parce qu'une bonne affaire, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de définition d'une bonne affaire, ça n'existe pas. Il faut juste que ce soit une affaire qui corresponde à votre objectif, à votre investissement, et ça sera toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Voilà. Et ben, le message est passé, je partage 1000 fois. Merci Julien. Je t'en prie. Indépendamment de l'immobilier, ça sera ma dernière question. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu as investi? Oui, j'ai d'autres classes d'actifs. Alors, comme tout le monde, j'ai touché à la crypto, mais j'y touche plus. J'ai vendu quasiment tout quand le Bitcoin était à 60 000 $ à peu près. J'ai tout vendu et il doit me rester, je sais pas, 10 ou 15 000 balles, mais j'ai pas, voilà, j'y touche plus, ça m'intéresse absolument plus. Voilà, je m'y suis intéressé pour voir, mais franchement, non. Donc la crypto-monnaie, un peu, j'en ai eu un peu. Voilà, sinon, du classique PEA, du compte titre.
parce que pour moi, l'immobilier, c'est un moyen de s'enrichir, mais c'est en aucun cas une finalité. La finalité, c'est une diversification plus stable, moins chronophage et moins chiante, parce qu'il faut se le dire, hein, gérer des locataires, gérer un parc immobilier, c'est quand même assez complexe. Ouais. Moi, c'est un peu différent parce que je le fais à titre professionnel pour des clients, donc je me considère comme un client d'Artae, et donc ça se gère. On a une gestionnaire locative dans l'équipe, bon voilà, ça se fait. Et je le fais moins bien pour moi, pour mes clients d'ailleurs, c'est un peu toujours le problème du cordonnier qui est plus mal chaussé. Et je t'en donne des expressions, t'as vu? De ouf. Et, On fera une émission citation, ouais, punchline, spécial citation, mantra, et ouais, carrément. si tu veux. Mais bon, voilà, donc grosso modo, oui, du marché financier évidemment. Et en fait, non, ce qui m'anime, et en fait, c'est parce que moi j'aime bien faire des choses qui me font kiffer, c'est l'art. C'est l'art. Et d'ailleurs, j'ai fait de très bons épisodes sur l'investissement dans l'art sur mon podcast que je vous invite à aller écouter. Au tout début du podcast avec Arnaud Dubois et un peu plus tard avec lui et son associé aussi. Euh, et donc j'ai investi dans l'art parce que j'aime ça, parce que ça décore ma maison, Ok. et parce que surtout je l'ai fait en me faisant accompagner. Comme nos clients nous font accompagner sur le clé en main, je me suis fait accompagner sur du clé en main dans l'art. Et j'ai acheté des artistes que j'aime beaucoup, mais qui surtout sont très valorisés sur le marché international. Et voilà, parce que dans l'art, il y a de tout. Et vraiment, je vous invite à écouter les épisodes, ils en parleront mieux que moi. J'ai plus les numéros en tête, mais si vous tapez Arnaud Dubois Money Tree, vous devrez trouver des épisodes voilà, assez intéressants. Et après, mon kiff, c'est quand même l'IMO, hein. Donc voilà, je reste assez IMO de manière générale. Je suis pas, tu vois, j'ai pas de montre, j'ai pas de trucs comme ça. Voilà. IMO, cash, c'est sûr, marché financier, et puis art. Voilà. Eh ben top, super clair. Merci pour ta transparence. Ouais, je l'ai là, l'épisode 64, investir dans un Picasso avec 5000 € Arnaud Dubois et François Carbone. Ouais, Par François exemple. Carbone, ça c'est avec Mathis, c'est le dernier. Et le Ah tout. oui, puis les tableaux, c'est l'épisode 5, ouais, l'art d'investir dans de beaux tableaux. Ben, tu vois, Ouais. j'irai l'écouter avec intérêt parce que c'est un domaine que je ne connais pas. On peut voir derrière toi là sur l'émission, en tout cas un tableau. Je ne sais pas si c'est voilà, un tableau d'un artiste en particulier. Alors, ouais, c'est pas le plus valorisant qu'on ait, ça c'est sûr. C'est plutôt d'ailleurs un artiste local, donc ça on l'a plutôt acheté pour décorer que pour investir. Yes. Mais voilà, on en a où. Voilà, on a notamment un artiste qui est quand même exposé, a été acheté par le MoMA, qui est le Museum of Modern Art de New York. Donc voilà, quand a priori le musée le plus gros de New York achète un artiste, c'est que l'artiste est quand même un peu coté. Et donc quand tu l'as chez toi dans ton salon, c'est toujours sympa, voilà, te dire. Et la fiscalité sur l'art est très bonne aussi. Sur la plus-value, j'entends. En tout cas, sur la fiscalité sur la plus-value est très très bonne et très avantageuse. Ok, d'accord. Ben, on ira écouter ça avec grand intérêt. Mille merci, Julien, pour ce super moment passé ensemble. Merci à toi. Écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique émission. Merci à toi Ismaël, c'était un super échange. Le mot de la fin, c'est si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je me cache pas, c'est Julien Calamotte, tout attaché. Yes. C'est mon prénom et mon nom tout simplement. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi. LinkedIn, sur lequel j'essaie de réseau sur lequel j'étais très actif dans le monde du digital. Et donc j'ai une grosse communauté digitale. Mais j'ai une communauté plus IMO maintenant, de plus en plus. Donc j'essaie d'être actif aussi. Julien Calamotte, vous me trouverez très facilement. Et ensuite, je vous invite à aller découvrir nos sites aussi, artae.imo pour tout ce qui est univers Artae, Transac, etc. Et sur le clé en main, regardez nos exemples de ce qu'on fait à Toulouse sur un site qui s'appelle investiratoulose.com. Tu vois, ça c'est mon background référenceur. Yes. Investiratoulose.com, voilà. Donc vous verrez quelques réalisations, notre modèle un peu, etc. Et puis j'invite aussi toutes les auditrices et les auditeurs de la bonne fortune à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour Ismaël qui, je le sais, se bouge beaucoup pour vous donner du contenu vraiment qualitatif toutes les semaines parce que c'est du taf. C'est vraiment du taf et tu ne diras pas le contraire, je pense, Yes. Ismaël. Voilà, c'est du taf. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est les seules récompenses qu'on a sur le podcast, ce sont les retours. Et comme c'est quelque chose qui est quand même assez unilatéral, je trouve, parce que c'est beaucoup d'informations descendantes et que ça peut être frustrant de ne pas avoir d'informations en retour et de feedback, donnez-nous du feedback sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, partout où vous pouvez, même un petit mail, des fois, ça fait plaisir. Voilà. Merci encore, Ismaël,
pour cet échange. Eh ben, merci à toi Julien, merci pour le petit mot, le message est passé et je mettrai encore une fois tous les liens essentiels dans les notes de l'épisode pour pouvoir te retrouver. Merci à toi, merci à tous, ciao ciao, à très très vite. Et je remercie une nouvelle fois Julien Calamotte pour cet échange passionnant et très inspirant à travers son parcours et son expérience dans l'investissement immobilier. Si vous souhaitez tenter de gagner son livre S'enrichir grâce à l'immobilier, qui fera un cadeau parfait à l'approche des fêtes, vous pouvez retrouver toutes les modalités dans les notes de cet épisode et nous vous enverrons le livre directement chez vous dans votre boîte aux lettres. Et je vous souhaite une magnifique fin d'année 2023 ainsi que d'excellents projets et plein de réussites pour l'année 2024 à venir. Je vous remercie à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à écouter et à partager le podcast de la bonne fortune et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.